Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a quelque chose qui va pas là. Oh, ça va mieux. Ah bah voilà, c'est ça qui me manquait la dernière fois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de V plus M égale préco. Aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer parce que bien que quelques éléments soient partis à l'impression, je ne les ai pas encore reçus. On m'avait dit qu'il y aurait 10 jours, or comme ces vidéos ont une semaine d'écart à peu près, eh bien ma foi, je n'ai encore rien à vous montrer. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que vous êtes déjà une cinquantaine à avoir précommandé le jeu. Je vous rappelle que l'objectif était de 200 à l'origine. Vous êtes déjà 50 à l'avoir fait. Merci d'être au rendez-vous pour Vademecum. C'est formidable. C'est encore une fois grâce à vous vraiment que ce jeu va pouvoir se faire. Donc merci à vous. Vous savez, la dernière fois, je vous avais dit qu'il me faudrait probablement 200 précommandes pour pouvoir rembourser le jeu, l'impression, Valérie et les coûts de production. Eh bien, figurez-vous que je m'étais trompé. En réalité, il va probablement falloir moins de 200 livres pour pouvoir avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir se payer le luxe de s'offrir Vademecum. Vous êtes nombreux à avoir profité des 7 € de frais de port de Vademecum, à avoir acheté d'autres produits sur la boutique. Or, comme c'est un souci de trésorerie que j'avais, eh bien, peu importe que je vende des Vademecum, ce qui compte, c'est que je vende des livres. Donc, quand par exemple, certains d'entre vous achètent Vademecum et toute la série de Sens à côté, il faut savoir quand même que c'est arrivé 4 fois depuis le début de ces précommandes. Ça fait 262 € qui rentrent directement dans la trésorerie. Eh bien, si vous faites tout cela, j'aurais évidemment pas besoin qu'il y ait 200 Vademecum de vendus. S'il y a 100 Vademecum de vendus et qu'à côté, il y a plein de sens d'acheter, eh bien, dans tous les cas, ça fait du bien à la trésorerie et donc ça va me permettre comme ça d'imprimer. Voilà qui me permet de donner une réponse directe aux gens qui disaient « Mais Romaric, il fallait faire un crowdfunding, etc. pour se payer Vademecum ». Eh bien, la preuve que non, parce que si j'avais fait un crowdfunding, je n'aurais financé que ce projet-là. Alors après, j'aurais pu effectivement dans le crowdfunding offrir des bundles dans lesquels j'aurais proposé d'autres jeux. C'est vrai, mais là, par exemple, c'est un avantage auquel je n'avais pas pensé. Donc, c'est plutôt un bon avantage. L'autre raison pour laquelle j'ai pas fait de crowdfunding traditionnel, c'est parce que j'estimais que j'en avais tout simplement pas besoin. J'ai pas besoin d'un autre intermédiaire à prendre des sous en plus. Non, quoi. J'espérais quand même en vendre au moins 200, quoi. Donc, ça me semblait pas irréaliste sans passer par l'image de marque du LUL, Starter ou d'un autre moyen de financement participatif. Alors, ce qu'il faut savoir pour les gens qui ont comme ça acheté d'autres jeux avec Vademecum, ça j'imagine que vous le saviez lorsque vous avez précommandé, mais c'est que je ne pourrais pas, étant donné que les frais de port que vous avez payés c'est pour Vademecum, je ne pourrais pas vous expédier vos jeux avant la sortie de Vademecum. Je ne peux pas vous envoyer Vademecum par la poste en mars et avant vous envoyer les livres que vous avez achetés. Ça c'est malheureusement impossible. J'espère que vous le saviez. Si vous ne le saviez pas, bah voilà, vous êtes prévenus. Les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui ont déjà eu l'occasion de fréquenter la boutique, savent très bien que mes jeux, je les envoie en général sous 5 jours maximum, 7 quand ça se passe mal. Donc voilà, on ne peut pas me taxer de perdre du temps. Pour une fois, oui, effectivement, il y aura des délais supérieurs, c'est certain. J'estime que c'est pas trop grave, j'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, sachez que grâce à vous, grâce aux gens qui achètent, en plus de Vademecum, d'autres produits, eh bien, ça remplit la trésorerie et donc ça permet en fait d'imprimer des Vademecum. Donc les gens qui veulent du Vademecum, vous pouvez remercier ces gens aussi qui en profitent pour faire d'autres achats parce que sans eux, ça aurait été plus difficile d'atteindre les 200 ou plus long. Alors parmi les nombreux commentaires sur la page Facebook de tous ces événements, que ce soit les vidéos que je diffuse ou le trailer, il y a eu comme ça quelques réflexions autour du prix. Alors j'ai voulu en retenir une, celle qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus interrogé sur ma démarche. Mais allez, je vais quand même parler de deux. La première, c'est que beaucoup de personnes ont trouvé que le prix affiché par Diazo était excessif. Et ça, je voudrais tout de suite défendre mon imprimeur, parce que je trouve que ce n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion de faire des devis par d'autres imprimeurs, et les prix étaient similaires, rarement inférieur. Autre élément très important et qu'il faut bien comprendre, c'est que mon imprimeur, c'est mon voisin. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Quand on fait des cartes, quand on fait du matériel un peu spécial, on va dire, qui n'est pas un livre, eh bien, c'est bien de pouvoir, à chaque niveau de la fabrication, pouvoir être appelé par son imprimeur pour éventuellement aller regarder ce qui se passe. Systématiquement, quand il rencontre une difficulté, eh bien, il m'appelle. Je vais voir, je check, et ça me permet comme ça de faire des choix. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est que mon imprimeur, bien que je me sois engagé sur 500 exemplaires, eh bien, par exemple, dans un premier temps, il va m'en imprimer 100. Ensuite, il m'a dit, vous savez que vous allez de toute façon nous acheter les jeux parce qu'on commence à vous connaître quand même. Et donc, du coup, ils m'ont dit, par exemple, on peut en faire 100.
Et puis ensuite, s'il y a des petites corrections à la marge, des corrections orthographiques, etc., vous les faites et puis on imprime les 200 après. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que la gamme se poursuit, il y a des petites corrections orthographiques qui peuvent avoir lieu. Concrètement, si jamais il y a une carte qui est buggée, je vais avoir des retours de lecteurs qui vont me le dire et donc je vais pouvoir la corriger. Parce que mon imprimeur, il va me dire, vous voyez cette carte-là, vous les foutez à la poubelle et puis on vous en refait d'autres. Et ça, c'est pour le même prix. Souvent, c'est gratuit. Ça, je suis désolé, mais ça n'a pas de prix. Il y a 2 choses ici qui n'ont pas de prix. La première, c'est le fait d'avoir un mec qui habite juste à côté, de faire vivre. Parce que ces types-là, ils habitent tous dans la région. Et moi, ça me fait plaisir de limiter aussi le coût écologique de mes produits en faisant vivre des gens qui habitent juste en bas de chez moi. Je fais ça aussi avec la bouffe, je vous rassure. Je fais ça avec tout. Chaque fois que je peux consommer local, je consomme local. Moi, je préfère ça. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est tout simplement que ça crée de la sympathie. Cette confiance-là, elle n'a pas de prix. Ça me permet aujourd'hui, par exemple, de pouvoir vous affirmer que même s'il n'y a pas 200 Vademecum précommandés, je trouverai un arrangement avec mon imprimeur pour qu'il m'imprime le nombre dont j'ai besoin. Quand on imprime en Italie, par exemple, c'est vrai que les Italiens font des devis qui sont très intéressants. Les Chinois font des devis également, enfin les impressions chinoises ou même sur Internet et compagnie font des trucs très intéressants. Mais s'il y a une merde, c'est pour votre gueule. S'il y a un problème dans le transport entre la Chine et ici, s'il y a des bouquins qui disparaissent, c'est pour votre gueule. Si au final, le résultat final qui vous arrive, il n'est pas bon, vous l'avez dans le cul. Et donc moi, je préfère toujours contrôler. Je sais, je suis un peu fric contrôle, mais j'aime bien diriger, j'aime bien contrôler. Et on en vient justement au deuxième commentaire qui m'a beaucoup intéressé dans cette discussion. C'est un commentaire de Thomas B et il se trouve qu'il a été fait en vidéo, alors je vous propose de l'écouter. Et tu apprends des choses fabuleuses, genre tel ou tel jeu de rôle a été payé grâce à l'héritage de la grand-mère, tel ou tel auteur a été payé en exemplaire du bouquin, enfin voilà quoi. Et ça, je pense que les gens devraient vraiment être transparents parce que justement, ça détruirait toute la notion de major et d'indépendant. Pour moi, la seule différence, est-ce que tu as eu du fric à la fin ou pas? Et un exemple tout con, c'est que j'ai jamais pu vivre de mes piges, mais je me souviens être à San Francisco, de crever la dalle, mais littéralement. Et grâce à l'avance sur droit d'auteur d'Ignacy à l'époque sur les suppléments universalistes, je suis allé au supermarché, j'ai rempli mon caddie, j'ai pu bouffer avec. Là, j'ai eu un exemple de plume qui m'a vraiment mis de la bouffe dans le ventre. Et c'est là que pour moi la discussion s'arrête. C'est est-ce que l'auteur a du fric à la fin ou pas? Pour le reste, effectivement, qui prend quoi? C'est un peu quand même le fondement de la démarche d'indépendance qui est défendue par tout le courant des auteurs indépendants de jeux de rôle, quoi. Ouais, mais mon gros souci, c'est que là-dessus, ils oublient un truc. Et ça me fait sortir de mes gonds à chaque fois que j'entends un podcast là-dessus, quand les gens parlent de leur vente et de combien ils ont fait. Ouais. Alors ouais, j'ai vendu tant, ma marge, une fois que j'ai payé l'imprimeur, le distributeur, j'étais payé tant. Ouais, mais ça, c'est pas ton salaire d'auteur. Ça, c'est ton salaire de community manager, de VRP, d'animateur de partie en convention, de maquettiste, de machin. Et ce qui fait que ton salaire d'auteur, à la fin, il est même pas 3 centimes d'euros de l'heure, quoi. Donc, je pense que c'est important de pas oublier. Tu n'es pas auteur indépendant. Quand tu crées tout et que tu es maquettiste et que tu es machin, c'est tous les salaires de ça additionnés. Ce n'est pas un salaire de pigiste, ce n'est pas. Et donc, on arrive vraiment à des chiffres qui, je suis désolé, mais c'est pas des salaires. Hein. C'est pas un paiement. C'est rien. C'est cool parce qu'à la fin, il y a eu du blé, mais vu le temps que tu as passé à faire toutes tes activités hors de l'écriture, c'est pas un salaire d'auteur. Ton salaire d'auteur, il est le pouillem du pouillem. Donc c'est là, on peut parler pognon, quoi. Là, on peut comparer à des prix de pige, à des tarifs de qui paye quoi, et voilà, quoi. Je veux pas savoir combien tu as gagné en tant que maquettiste et tout ça, quoi. Alors ici, on voit bien que Thomas B, lorsqu'il parle d'auteur, il parle évidemment du travail d'écrivain. Si on prend par exemple ce que je vais gagner grâce à Vademecum, en réalité, il y a aussi beaucoup de choses que je vais gagner grâce à ces vidéos, et c'est ce que dit Thomas B. Il dit, grâce à tes vidéos, Romaric, grâce à ton travail aussi de community manager, grâce à ton travail avec la cellule, etc., grâce à tout ça, tu peux rémunérer l'auteur que tu es. Mais combien tu payes véritablement l'écrivain ? C'est-à-dire que si on enlève toute la part de marketing, toute la part de community manager, de maquettiste, puis de l'édition tout simplement, parce que c'est aussi moi qui suis... Le principe d'un indépendant, c'est que c'est un auteur qui écrit mais qui s'auto-édite. Et donc du coup, je fais aussi tout le travail qui va avec l'éditeur, la présence en convention, la communication et compagnie. Et donc si on retire de la valeur que je gagne de ma rémunération, si on retire tous ces corps de métier-là, combien il reste véritablement pour l'écrivain? Eh bien, pas grand-chose. Et c'est ce que nous dit Thomas B dans cette vidéo. Alors en fait, moi, ce que ça me suscite comme commentaire, c'est qu'en réalité, l'indépendance redéfinit ce qu'est un auteur. La petite confusion que fait Thomas dans cet extrait, quand il parle d'auteur, il veut dire l'écrivain. Mais en fait, l'auteur indépendant ne fait pas cette distinction-là. Parce que le playtest, le travail en amont de l'écriture, fait aussi partie du travail d'auteur, selon les auteurs indépendants. On n'est pas juste écrivain, on ne fait pas que écrire à un moment donné.
Ce qu'on écrit, on l'a pensé en amont. C'est parce qu'on a fait des playtests en amont, c'est parce qu'on a réfléchi, fait de la théorie en amont qu'on écrit ce qu'on dit. C'est aussi parce qu'on a réfléchi justement à la façon dont on allait communiquer autour du jeu qu'on écrit ce qu'on écrit. Ce que disent les auteurs indépendants, c'est pas qu'il faut payer l'écrivain qui est en nous. Ce que disent les auteurs indépendants, c'est qu'il faut redéfinir ce qu'on appelle auteur. Être auteur, c'est faire des choix. Et donc, ça compte aussi le métier d'édition. Tout est travaillé. L'auteur indépendant, il dit que justement, il a choisi chaque étape. Et c'est ça qui est payé en réalité. C'est pour ça que ce sont des jeux d'auteur. Parce que justement, l'auteur a contrôlé à chaque niveau ce qui a été fait. Donc Thomas a raison. Quand on est un auteur indépendant, l'écrivain est, et c'est vrai, est très très peu... mais en fait, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il est possible, concevable, d'imaginer, par exemple, de faire Vademecum, je fais Vademecum, mais j'écris jamais rien. Et puis à un moment donné, je demande à quelqu'un, je dis, bah voilà mes règles, voilà machin, et ben tu me les écris. Non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'au moment où je vais lui dicter à l'oral et où je vais lui dire il faut telle chose, en fait, il faut que je les écrive. Elles sont pas écrites, elles sont orales, mais du coup, ce serait juste un copiste, la personne qui écrirait. Alors, on peut imaginer que, par exemple, ce sont des gens qui écrivent sur un univers de jeu. Par exemple, imaginons l'auteur, il a créé un jeu, et puis en fait, on va demander à quelqu'un d'écrire telle partie de l'univers. Par exemple, si on prend Agone, on dit souvent Agone de Mathieu Gaborit, mais ce n'est plus le Agone de Mathieu Gaborit à partir du moment où il est publié par Multisim. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont travaillé sur Agone. Et donc, du coup, l'auteur, à ce moment-là, il en est dépossédé, de fait. Parce qu'il y a des tas d'autres auteurs qui rajoutent des tas d'éléments. Donc, du coup, il n'y a jamais un écrivain qui n'est pas un auteur de règles, qui n'est pas un auteur qui n'a pas fait des playtests avant. C'est pas possible. Moi, je me paye pas pour mon écriture. Je me paye pour tout, pour la totalité de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je suis, etc. Je cherche un moyen de rémunérer la totalité de ma vie d'auteur, entre guillemets. Et ça encore, c'est que mon point de vue. D'autres indépendants vous diront, mais on s'en fout de la rémunération dans le fond. Nous, ce qu'on veut, pouvoir produire des jeux tout le temps, c'est-à-dire être certain de pouvoir produire des jeux sans jamais se trahir, sans jamais se compromettre, et compagnie, et compagnie. Et donc, dans le fond, nous, l'argent, on s'en fout. Enfin, en tout cas, on n'avait pas envie d'être payé pour notre métier, pour notre écriture. Donc, il y a plein de modèles d'indépendance différents. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai envie de vivre de mon travail. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de vivre de mon métier d'écrivain. Dans le monde du jeu de rôle, je cherche à dire il est possible de vivre du jeu de rôle. Et je laisse justement très, très, très ouvert l'idée de vivre du jeu de rôle. Est-ce que c'est par l'écriture? Est-ce que c'est par la diffusion de podcasts? Est-ce que c'est par la vente de produits? Eh bien, je ne sais pas. En fait, fondamentalement, je crois que la différence entre les indépendants et le système éditorial traditionnel, c'est que le système éditorial traditionnel divise les tâches. Alors que l'indépendant, lui, il dit non. Moi, je vais tout faire. Je vais être à tous les niveaux ou presque. C'est-à-dire, je vais déléguer le moins possible. Et si je délègue, je vais contrôler la façon dont c'est délégué. Je ne laisserai pas la personne faire n'importe quoi. Je contrôle mon jeu de A à Z. Donc là encore, le Frix Control, on voit. Tout doit être cohérent. La façon dont le livre est vendu, la façon dont il est imprimé, tout doit être cohérent. Tout doit être cohérent. Il n'y a pas de division. Et moi, je crois que, justement, jusqu'à maintenant, notre société passe son temps... Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui passent leur temps à diviser pour mieux régner, en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que si on commence à diviser comme ça en écrivain, maquettiste, illustrateur, je sais pas, puis qu'il y a un community manager, quelqu'un qui présente, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est en train de diviser tout ça, de faire en sorte que chacun fasse sa petite tâche de son côté, de façon à lui récupérer tout le travail, pourquoi pas récupérer tout le capital en même temps. Vous voyez, ça vient assez rapidement. J'ai l'impression que ça sent le mouflon comme logique. Et donc justement, dans le monde du jeu de rôle, l'idée de vivre de l'écriture, c'est impossible, parce que justement, les masses de ventes, le capital qu'on peut accumuler par cette activité n'est pas suffisant pour rémunérer chaque intermédiaire. J'ai qu'une seule envie maintenant, c'est de rencontrer Thomas B en vrai et de faire un podcast sur le sujet avec lui. Évidemment. En tout cas, voilà, je suis content que comme ça, cette vidéo, ce partage ait pu faire émerger ce débat. C'est formidable, je trouve, de voir ce que ça fait quand on est transparent, que l'on montre en fait comme ça ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une entreprise individuelle et de voir
les réactions que ça suscite chez vous. Les gens qui disent mais non, mais les devis sont trop chers. D'autres qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce mode de paiement de l'illustrateur, c'est complètement débile. Et moi je trouve ça vachement intéressant parce qu'enfin on peut discuter de ces sujets. Et ça, c'est quand même un des gros bonus, je trouve, de l'indépendance. L'indépendance permet justement de mettre des auteurs et des systèmes en concurrence et de dire mais que le meilleur gagne. Et finalement, on regarde comme ça les coûts de chacun, les prix de chacun, on évalue, on se dit tiens, moi j'ai trouvé un meilleur imprimeur que Romaric, c'est super cool et je suis super content pour toi que tu aies trouvé un meilleur imprimeur que moi. Ouais, mais moi je demande que ça, hein. Moi je demande qu'à avoir tort et qu'on fasse mieux que moi plus tard. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens qui émergent sur toutes les idées là que j'ai faites et qui me disent là, c'est de la merde ce que tu racontes, là, c'est nul, moi, je fais mieux, etc. Qui me le montrent, qui me le prouvent, qui soient plus heureux que moi. Et tant mieux, tant mieux. J'espère, je suis un peu positiviste de ce côté-là, j'espère que les auteurs de demain vivront mieux que moi parce qu'ils auront trouvé les failles de mon système, parce qu'eux, ils seront passés par Lulu, parce que c'est plus simple, parce que c'est vrai que moi, j'ai ma grosse machine pourrie et que ceux qui passent par Lulu, ils sont bien peinards. Et voilà. Et que le meilleur gagne. Et tant mieux. Et de la même manière, la réflexion de Thomas B., moi, je la trouve super intéressante. Elle est hyper enrichissante pour le débat. Elle pose la question de ce que c'est qu'un auteur. Est-ce que c'est uniquement un écrivain? Est-ce que ça a même du sens qu'il y ait uniquement des écrivains? Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est un excellent sujet de réflexion. J'étais très heureux comme ça de pouvoir en discuter vraiment très très rapidement avec vous. Dans quelques jours, logiquement, je devrais quand même recevoir du matériel. La prochaine fois qu'on se verra, il y aura des choses à vous montrer. Voilà, il y a aussi quelques personnes qui m'ont demandé quand les précommandes s'arrêtaient. Les précommandes, elles vont s'arrêter quand l'impression aura lieu. Il n'y a pas ce système de il faut précommander vite, 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 vite. Il y aura peut-être un petit bonus pour les premières personnes à avoir soutenu le jeu. Les 200 premières personnes à avoir soutenu le jeu, je ne trahis pas un secret en disant qu'elles auront un petit bonus. Pour autant, après, quand le jeu sera imprimé, c'est juste que le bouton précommander sera remplacé par le bouton acheter. Ça ne changera absolument rien. C'est pour ça que c'est une vraie précommande et pas un crowdfunding. Parce que là, en fait, c'est juste le temps de payer l'imprimeur et puis ensuite on repart sur un modèle normal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la si elle vous plaît, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. À bientôt tout le monde.